Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 450e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir non pas une mais deux autrices, Joséphine Bacon et Laure Morali, pour ce texte-là, Les Vertèbres de Joséphine aux éditions Mémoire d'Encrier. Joséphine, on parle de vous, tous les auteurs qui passent ici, notamment québécois, parlent de vous. Donc j'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Vous êtes une sorte de référence, de totem pour bon nombre d'auteurs. Et donc je suis ravi que vous soyez là ce soir avec Laure, puisqu'elle a un grand rôle aussi dans cette aventure. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonjour. Bonjour Et pour nous et bonsoir. bonsoir pour vous. Merci. Alors il y a des livres qu'on tient entre les mains et qui nous tiennent en retour plus longtemps qu'on ne l'avait prévu. Paru au printemps 2026 aux éditions Mémoire d'Encrier, ce livre est le fruit d'une amitié vieille de presque 20 ans entre deux poètes que tout, en apparence, séparait. Joséphine Bacon, Inou de Pessamit, née en 1947 dans le Noutchimite, cet intérieur des terres dont elle dit qu'il ne se met pas au possessif parce qu'il était comme une mère, et Laure Morali de l'autre côté, bretonne de naissance, montréalaise d'adoption, qui a suivi Chimoun dans la forêt subarctique un hiver de 98 et n'en est jamais vraiment revenue. Ce livre est écrit selon l'expression magnifique de ses autrices à une voix et deux mains. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un témoignage, c'est quelque chose de plus rare et de plus difficile à nommer, une parole confiée, traversée par la tradition orale inoue, mise en récit avec le soin qu'on réserve aux choses sacrées, entrecoupée de poèmes inédits ou déjà publiés qui reviennent à leur source comme les rivières reviennent à la mer. Joséphine Bacon écrit qu'elle ne pouvait pas l'écrire, qu'elle pourra y penser tous les jours. Pendant près de 8 ans, Laure Morali a enregistré sa complice, recueillant les portraits de gens importants qui ont influencé le cours de son existence, et ces gens, ce livre, les nomment chacun parce qu'ils ont donné. Son grand-père, Nemouchoum, a posé les vertèbres de l'amour, les aînés du Noutchimite, celles de la connaissance, les anthropologues, celles de la langue, les amis, celles de la générosité, de la poésie et de l'espoir. Le résultat est l'histoire d'une femme qui s'est reconstruite vertèbre par vertèbre et qui a choisi au terme de ce long chemin non pas de se plaindre, mais de remercier, non pas de se taire, mais de désobéir, alors que ce livre se clôt d'ailleurs sur un manifeste à quatre mains de désobéissance qui dit tout de l'âme de Joséphine Bacon, riante, résistante et profondément libre. Alors ce soir, nous avons la chance et l'honneur d'entendre ces deux voix, celle qui a porté d'un côté et celle qui a recueilli de l'autre. Bonsoir à nouveau à toutes les deux et je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir. Alors, dans l'introduction, vous écrivez, ce livre, je ne pourrais pas l'écrire, mais je pourrais y penser tous les jours. C'est une phrase qui dit à la fois le désir, l'impossibilité, et vous ajoutez, nous marcherons ensemble dans ces récits. Ma première question est, qu'est-ce que ça signifie pour vous de confier sa vie, sa propre vie à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on abandonne quelque chose ou est-ce qu'au contraire, on libère quelque chose d'autre? Non, j'abandonne rien et je ne libère rien. Je raconte. C'est alors. Ça fait longtemps, de parler des gens, de tous ces gens que j'ai rencontrés, depuis des anthropologues, par exemple, depuis les années 70. Je me suis rendu compte au fil de ma vieillesse, que je vieillis, que ce que je suis aujourd'hui, je le dois beaucoup à eux autres. Puis c'était important pour moi de leur dire merci dans un livre, finalement, et de le raconter alors parce qu'elle me connaît bien, et puis elle connaît bien la tradition orale des Inuits. Alors, c'est pas pour me libérer, c'est surtout pour dire merci que ce livre existe. Je Et n'abandonne rien, jamais, jamais. très bien. Et d'ailleurs, Laure, dès le début, vous dit, tu aurais pu choisir d'écrire tes mémoires plutôt que de me les raconter. C'est vrai que c'est une question, et je trouve que le texte, il est criant d'humilité, mais aussi de sincérité, parce que Laure pose les questions à Joséphine, comme un lecteur pourrait les poser également. Donc ça a été très dur pour moi finalement, parce que les bonnes questions, elles sont déjà posées dans le livre, mais pour le coup, j'aimerais que vous nous racontiez ce moment clé où vous préférez garder cette oralité, vous le dites, l'oralité de votre héritage,
Qu'est-ce que cette oralité permet de faire ou de conserver justement grâce à l'or? Mémoire, c'est de conserver la mémoire. Parce que c'est ce qui était très important j'ai jamais connu un aîné, puis j'en ai connu beaucoup, j'en ai écouté beaucoup, j'en ai transcrit beaucoup, j'en ai traduit beaucoup, mais tout au long de toutes les années, depuis 72 que je les ai enregistrés, jusqu'à un an un qui sont partis, j'en ai pas vu un oublier sa mémoire. Alors, puis comme eux autres comme eux m'ont dit, tu sais qu'un jour, ce sera à mon tour de raconter. Tout comme eux autres, tout ce qu'ils me racontaient leur avait été raconté par leurs grands-parents. Donc c'était juste logique que je le raconte de façon orale. Puis, tu sais, puis Laure, elle écrit très bien. Et puis elle me connaît assez bien tu sais, pour écrire ce que je dis. pour pas transformer tes paroles. Et ne pas transformer ce que je dis. C'est très important. Alors justement, par rapport à ça, alors, il y a ce côté, elle dit à un moment donné, Joséphine, que c'est quasiment une traduction. Et c'est vrai que c'est ça, c'est quasiment une traduction dans la même langue, mais avec un autre écrivain. Donc ça, c'est intéressant de savoir comment vous avez fonctionné finalement toutes les deux, parce que je crois que que la transmission a duré quand même 8 ans de mémoire. Donc ça, on va en reparler juste après, mais avant ça, comment on transpose quelque chose d'oral à l'écrit de quelqu'un qui est extrêmement proche de nous et qu'on évidemment qu'on n'aimerait pas du tout trahir dans chaque mot. C'est pour ça que ça a pris 8 ans. Eh oui. C'était à la fois comment, une preuve de confiance qui m'a fait plaisir et à la fois une grande responsabilité. Donc déjà juste d'avoir le temps de se parler, de s'écouter, c'était des journées entières qu'on n'avait pas toujours parce qu'on a fait nos livres aussi pendant ces 8 ans, d'autres livres. Et comment donc on se voyait la plupart du temps à la maison chez moi. On passait l'après-midi ensemble, j'enregistrais. Et puis, je posais beaucoup de questions quand même, parce que des fois, Joséphine, elle s'égare, elle digresse beaucoup. J'essayais de la ramener. Et puis, souvent, elle te parle de quelqu'un comme si on le connaissait déjà, mais j'essayais d'en savoir plus, comment la personne est habillée, c'était où. C'est... Donc, moi, dans ma tête, je pensais déjà en termes de récit, les éléments dont j'aurais besoin pour que le lecteur puisse se faire une idée de la scène. Ensuite, après la transcription verbatim, eh bien, il y a eu beaucoup de travail d'écriture, d'absorption aussi, et de réflexion sur comment traduire sans trahir, et puis faire entendre les silences sans trop révéler, faire sentir des choses que moi je sens sans qu'elles les disent. C'était plutôt ça le travail de mise en forme. Ah, bien sûr, le travail d'écriture, mais beaucoup le travail de mise en forme du silence. Justement, sur ces 8 ans, est-ce que Joséphine, c'était la même personne finalement? Je me suis posé cette question-là. En 8 ans, est-ce que la personne en face de nous évolue à travers ses paroles? Est-ce qu'on supprime des passages qui sont peut-être antidatés finalement 8 ans après? C'est une question que je me suis posée parce que 8 ans, c'est long, mine de rien, et chaque être humain évolue dans ses pensées, peut-être davantage d'ouverture d'esprit sur tel ou tel sujet, peu importe, mais en tout cas. Est-ce qu'on modifie un texte 8 ans après? C'est raconté, il peut pas être modifié. Parce que je raconte, je peux pas modifier un texte. Tu sais pas ce que j'ai Mais enlevé, hein? Mais elle a enlevé des répétitions ou quand je fais beaucoup du coq à l'âne quand je parle. Hein. Alors, il a fallu qu'elle, qu'elle me place comme, qu'elle, qu'elle, que, qu'elle, qu'elle fasse que je raconte de façon, c'est ordonnée. ma question Non, non, était peut-être davantage sur la mémoire, sur le rôle de la mémoire. On sait que la Ah, mémoire mais est la quand même très mémoire. vacillante. Peu importe l'âge qu'on a, on peut se souvenir de choses extrêmement précises et en même temps qui n'ont peut-être jamais existé. Et ma question est là, sur les 8 ans, comment on traite ces failles, ces vides de la mémoire? Mais j'ai pas vidé ma mémoire, il est là. Non, Il c'est a pas ce que j'ai toujours dit, été là. Joséphine. Ma mémoire,
Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu sais, c'est impossible d'oublier quoi que ce soit, peut-être des petits détails, mais toute la mémoire, elle était là de chaque personne et de chaque vertèbre que j'ai raconté. Ah, toi, vous êtes parti. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Non, non, je Hop. suis là, Ah c'est là, bon. voilà, voilà. OK. C'est mon ordinateur qui fait des siennes. Non, et à un moment donné, Ouais. vous dites de Laure qu'elle est, vous êtes l'aîné et Laure est devenue l'anthropologue. C'est une phrase qui referme aussi une sorte de cercle un peu immense. On parle de Rémi Savard, on parle de Sylvie Vincent, José Maillot, qui vous ont aussi permis de vous retrouver en vous écoutant. Est-ce que vous avez eu conscience, en vivant ce retournement, de ce que vous étiez en train de transmettre? Est-ce qu'on se rend compte finalement de la matière qu'on transmet? On connaît votre humilité, c'est évident, mais est-ce que vous vous êtes posé la question à qui ce livre était destiné? Mon Dieu, il est surtout destiné, il est destiné à ceux. Ben, il y en a beaucoup qui sont partis depuis, comme Rémi, Sylvie, José, Serge Bouchard. Tu sais, il y en a qui sont partis, Mohamed est parti. Tu sais, mon Dieu, il y a tout le monde. Mais je pense que c'est à eux que je pensais, c'est aux gens, c'est à toutes ces personnes, tu sais, qui sont dans le livre. Tu sais, c'est à eux que je pensais, parce que je parle souvent de Sylvie, Rémi et puis José. Tu vois, ils ont été des gens très, très importants pour moi. Puis il y a des linguistes aussi comme Alan Ford, tu sais, qui m'a fait découvrir que moi aussi, dans ma langue, il y avait une grammaire. Parce que quand tu parles la langue, tu sais, tu penses pas à accorder telle et telle chose comme vous faites avec le participe passé. Moi, je le parlais tout simplement, mais en le travaillant avec des linguistes, mais j'ai découvert la richesse de ma langue, que c'était une langue de verbes. Parce que dans un verbe, tu as le sujet, tu as le complément et même le qualificatif. Donc, un verbe est une phrase complète. Mais ça me l'a fait découvrir en travaillant avec José Mayotte ou avec Alan Ford. Les aînés sont importants. Ben, les aînés, eux autres, ben, les Les aînés, anciens. des anciens, oui, des anciens, eux autres, j'ai vécu quand même 14 ans de temps dans un pensionnat. Tu vois, puis toutes les, de septembre jusqu'à à la mi-juin, j'aurais dû être nomade avec eux. Mais il fallait que j'apprenne à lire, à écrire, parce que c'était comme ça maintenant pour les Indiens. Il fallait apprendre à lire et à écrire. Alors, tu vois, tout ce que tout ce que j'aurais reçu comme enseignement, tu sais, ben, donné par ma famille, par les aînés, les grands-parents, ben, je ne l'ai pas eu parce que j'apprenais le français, puis j'apprenais à calculer, à faire tout ça, savoir où était l'Europe, tu vois. Mais quand tu es normal, quand t'es dans le nautisme, t'as pas besoin de cours de géographie, ce genre de choses que t'as pas besoin. T'as pas besoin d'apprendre à lire. Il faut juste que tu saches, il faut juste que tu saches comprendre ce que les bâtons de message racontent. Tout est oral, tout est horizon. Tu sais, chaque toponyme raconte un récit. Donc, c'est ça que j'ai pas appris pendant 14 ans de temps, que j'ai appris à lire et à écrire. Mais tu vois tout ça, mais justement parce que j'ai rencontré ces trois anthropologues et puis que je suis devenue assistante de recherche, alors j'ai tout réappris, ce que j'aurais dû apprendre toute ma vie, parce qu'ils m'ont raconté, parce qu'ils m'ont raconté leur nomadisme, parce qu'ils m'ont raconté leur mémoire, parce qu'ils m'ont tout donné. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il faudrait qu'un jour, moi aussi, je fasse la même chose. De façon, tu sais, puis c'est normal pour moi de le faire de la même façon que on fait pour moi en me le racontant. C'est en Est-ce effet, que ça va comme réponse? c'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse.
Ma prochaine question est pour Laure, justement, sur ces silences. On a parlé tout à l'heure rapidement des silences, vous en avez évoqué quelques-uns. Quand est-ce qu'on décide finalement ceux qu'on laisse blancs, ceux qu'on gomme, ceux qu'on supprime, ceux qu'on laisse finalement pour le lecteur? Ça peut être en effet des espaces blancs, comme en poésie, mais comment vous avez su lesquels garder, conserver et les autres finalement que vous avez tus? Les silences, c'est les silences de Joséphine que j'ai laissés. C'est pas, je les ai pas rajoutés, ils étaient déjà là. Donc, par exemple, il y a des choses, elle aime pas trop parler des côtés négatifs des pensionnats, où elle dit que c'est que positif. Donc, il y a quand même un silence, quand même des choses que je peux sentir et qui sont surtout perceptibles dans les poèmes de Joséphine, dans Bâton à message. Donc, là où elle se tait, je mets un poème et c'est là, c'est dans le passage entre le récit et le poème qu'il y a le silence. Et le poème dit plus en peu de mots. Donc là aussi, avec le silence tout autour. C'est ça que je voulais faire entendre. C'est cette pudeur-là et respecter sa pudeur à ne pas nommer les choses. En effet, on sent une immense pudeur. En effet, même dans les choses extrêmement dures, la pudeur est liée de manière évidente. Joséphine et Laure, j'aimerais que vous nous parliez de ces vertèbres parce que c'est aussi la structure du texte. Le titre du livre est une immense métaphore, mais c'est aussi une véritable anatomie puisque le livre dit que les aînés du Nuchimit ont posé sur votre dos les vertèbres de la connaissance, que votre grand-père vous a laissé celle de l'amour, que les anthropologues vous ont rendu la vertèbre de la langue, vous en avez parlé tout à l'heure, et que vos amis vous ont aussi offert celle de la générosité, de la poésie, de l'espoir. Est-ce qu'il y en a une qui retient toutes les autres ou au contraire, est-ce qu'elles sont toutes complémentaires finalement ces vertèbres? Et ma deuxième question sous-jacente, c'est d'où vous est venue cette métaphore de la vertèbre? Tu sais, on est des gens de portage, hein. Pour être comme les anciens, il faut avoir le dos solide pour être capable de porter toutes les charges qu'on doit porter. Et puis, ça te demande une bonne colonne. Alors, tu sais, puis ma colonne, elle s'est construite par toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Chacun m'a donné quelque chose. C'est comme s'il m'avait donné un héritage. C'est ce que je devais savoir pour pouvoir, à mon tour, raconter. C'est cette vertèbre-là qui tient les autres, Ouais, celle des aînés. ouais, oui, des aînés, si je sais pas qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas rencontré ces trois anthropologues. Tu sais, tu sais, quand j'ai commencé avec eux autres, je parlais l'Inuaimun, tu sais, que qui est sédentaire. Avec les aînés, il fallait que je comprenne l'Inuaimun qui marche, tu sais, pas qui reste assis. Un Inuaimun qui marche et puis qui avance toujours. Tu sais, même si l'horizon est loin, tu sais, tu marches. Alors, parce qu'ils m'ont raconté, et eux autres, ils parlaient l'Inuaimun, celui de Nautilus, qui est pas du tout la même que celui des réserves. Et les vertèbres, c'est important, les os, c'est important dans ta culture aussi. Des os sont très importants comme les os du caribou. Tu sais, tout animal qui nous nourrissait, on le ramenait à son lieu de naissance. Tu sais que, par exemple, le caribou, tout le caribou était important jusqu'à le moindre d'un éclat d'os, parce que l'éclat d'os nous donnait sa graisse. Tu sais, puis tu sais, si on tuait une truite grise, tu vois, tu ramenais toutes ces eaux, toutes ces arêtes, tu le ramenais dans la rivière où tu l'avais pêché ou dans le lac où tu l'avais pêché. C'était comme ça. Tu sais, donc, c'est un autre langage. Le langage de Nautilus est un autre langage qui est celui, tu sais, des réserves. Dans les réserves, tu es toujours face à un mur.
Mais par rapport aux vertèbres, c'est ça, les Ouais, os. ouais. Puis des vertèbres, tu vois, c'est, c'est toutes ces gens, c'est toutes ces gens, tu sais, qui m'ont donné chacun un os. Mhm. Est-ce que vous êtes consciente que vous aussi, vous êtes maintenant une immense vertèbre de tout, de beaucoup de personnes finalement? Peut-être que quand vous étiez moins connu, vous étiez peut-être la vertèbre d'une seule personne, mais aujourd'hui, vous êtes quand même immensément connue, Joséphine. Est-ce que vous avez conscience de ça, c'est pas un poids, mais en tout cas que vous êtes la vertèbre de beaucoup d'autres auteurs qui ont suivi votre voie. Comme je le disais, à chaque fois qu'un auteur québécois est venu, il a cité votre nom. C'est quand même pas rien de voir que vous avez créé un héritage et vous avez créé beaucoup de vertèbres, quasiment un corps humain à lui tout seul, clairement. Et en même temps, de l'autre côté, alors déjà, je vais vous répondre je vais déjà vous laisser répondre sur celle-ci, mais on parlera de vos enfants ensuite. Est-ce que vous avez conscience Euh, de ce poids que vous avez généré? Bon, je sais pas quoi répondre. Tu sais, je pense que les gens me connaissent parce que tu sais, je raconte les aînés dans ma poésie. Donc, en parlant des aînés et des maîtres dans ma poésie, ils nous ont plus connus. Ils nous ont connus, ils ont, comment on dit en français, ils ont appris à nous connaître. C'est comme ils avaient commencé à connaître notre culture. Sauf que si c'est mon nom qui sort, parce que je l'ai écrit, mais les premiers poètes, là, c'est les aînés. Mhm. C'est eux. C'est eux tu sais, c'est parce que je les raconte dans ce qu'il m'a raconté en polon. En plus court que. En plus court que, parce que quand j'enregistrais un aîné, là, que j'allais chez lui, là, puis j'écoutais, ça pouvait durer une demi-journée. Ce qu'il racontait, ça pouvait faire des fois deux, trois cassettes, mais dans le temps tu sais, des magnétophones, là, c'est comme ça on travaillait dans les années 70, t'enregistrais. Alors, tu sais, puis chaque cassette valait des fois 60 minutes, des fois 90 minutes. Alors, que je ramenais ça à Montréal, puis je commençais à transcrire et à traduire. Et puis, c'est ça. C'est eux, tu sais, mon vertèbre le plus solide. Ce que je suis aujourd'hui, c'est eux qui ont commencé à me bâtir. Très bien. Et alors, concernant vos enfants, il y a un chapitre qui est consacré également. Le rapport, il est ambivalent. J'ai eu du mal à saisir finalement votre rapport à vos enfants, finalement, on vous a transmis beaucoup de choses, on vous a donné beaucoup de choses, et en même temps, on a l'impression, sans aucun jugement bien entendu, Joséphine, mais que vous n'avez pas eu la possibilité de transmettre à votre tour à vos enfants. On a l'impression qu'il y a un creux, un vide, un regret, des remords. On sent qu'il y a une fissure, une immense faille en fait dans ce que vous dites sur sur vos enfants. Excusez, j'ai pas réussi parce que j'ai pas réussi parce que j'étais toujours occupée à transcrire et à traduire, puis à être à gauche et à droite. Mais tu sais, quand ils étaient petits, tu vois, tu m'étonnes, quand ils étaient petits, ils parlaient juste Innu, parce que toutes ces gardiennes, c'était juste des Inuits. Et puis, après ça, il y a les jumelles qui sont venues au monde. Ils sont venus au monde à Roberval, qui est proche d'une communauté, d'une réserve qu'on appelle Mastoyat. Mais là, tu vois, tu sais, on allait beaucoup dans le bois, beaucoup, beaucoup. Mais sauf qu'on a dû revenir à la ville. Puis à la ville, petits, ils sont allés à la garderie, comme on dit garderie La en crèche. à la crèche. À la crèche. Donc, c'est mes enfants qui ont choisi. Ils ont choisi de parler français parce que je continuais à leur parler français. Puis il y a eu la crise d'Oka,
la crise au camp, tu sais, quand il y a eu la grande chicane là, entre les Indiens et les soldats, les militaires, il y a eu une grosse crise. Fait que mon fils, il se faisait écœurer parce qu'il était indien. Intimidé, Ah, écœurer égale intimidé. OK? harcelé. Harcelé. Alors, il n'a plus voulu parler jamais Innu. Et puis il y a les jumelles, c'était pareil. C'est comme ma fille, Washington, quand elle allait à la crèche, sa monitrice lui a dit, elle dit, Washington, c'est un nom indien. Elle a dit oui. Ben, il lui a demandé ce que son nom signifiait. Parce que je l'appelais Gros Madame Bougon, elle était toujours Bougon, puis, tu sais, puis elle se laissait faire. Alors, je l'ai appelée Gros Madame Bougon. Fait que quand sa monitrice lui a demandé, mais ça veut dire quoi, moi? Je crois qu'au lieu de dire ciel bleu, elle a dit Gros Madame Bougon. C'était, pour elle, c'est ça que ça signifiait. Moi, mais aujourd'hui, elle le sait très bien. C'est, et puis, on était beaucoup, tu sais, ils étaient là-bas, moi, j'étais en train de transcrire et traduire. Donc, tu sais, puis c'est le soir, ils arrivaient, c'était déjà l'heure d'aller se coucher. Alors, la transmission, T'étais seule à les élever aussi. et puis j'étais seule, j'étais une mère monoparentale, alors c'est ça, malheureusement. Mais maintenant, tu sais, on retourne dans la famille, on retourne beaucoup dans la communauté, puis ils sont plus intéressés maintenant qu'ils sont grands à, à leur, euh, à leur culture et puis à la langue. Ils retournent. Ouais. Puis je parle à ma petite fille qui est à Wenis, je lui parle beaucoup en Inuaimon. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une génération qui a sauté et vous vous sentez Ben peut-être voilà. plus proche On- de vos petits-enfants. C'est ça qui est arrivé. Maintenant que je suis vieille, j'ai plus besoin de prendre soin de mes enfants. Ah oui, Mais, ah oui. mettons, entre parenthèses, Guillemets. entre guillemets, là, j'ai le temps de parler en Nino avec mes petits parce que j'ai pu à courir à gauche et à droite, préparer les repas, prendre le thé. Je suis une je suis une comme aujourd'hui. Donc, la comme des aînés, je suis devenue aînée, donc je suis co-comme. Alors, je transmets à mes petits-enfants. Et je peux vous dire qu'elle avait hâte de devenir une coucou, hein. Ça ne m'étonne pas. Ça ne Je m'étonne suis meilleure en co-comme qu'en mère. Ça fait au moins 10 ans que tu as hâte d'être une aînée, là. pas. Alors, il y a une Tu question. sais, Oui, allez-y. oui, il y a un vieux, il y a un aîné à Paguachipo, qui a le même âge que moi. Mais tu vois, moi, tu sais, puis je pouvais pas m'appeler aîné parce que, puis lui, je l'appelais, lui, c'est un aîné. Parce que lui, il a vécu Nouadhibou, il a marché Nouadhibou. Tu sais, moi, je l'ai transcrit, je l'ai traduit, mais pas comme lui, je l'ai pas chassé, je n'ai pas pêché. C'est pour ça que pour moi, dans ma définition d'aîné, lui était aîné, moi, j'étais une vieille. Alors, c'est différent. Une question. Alors, Sylvie, parfait. Mais c'était intéressant cette définition de l'aîné parce que clairement, ça revient. Sylvie, c'est à toi pour une question. Je te laisse rallumer le micro et ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon, Sylvie? On l'entend pas, Non, on son va- micro est pas ouvert. c'est ça, c'est ça. Alors, en attendant qu'elle arrive à se connecter, c'est une question pour Laure. Joséphine, est-ce qu'elle vous a transformé au long de ces 8 années? Est-ce qu'on change notre vision? Est-ce qu'on change notre écriture peut-être, notre façon d'évoluer en tant que poète? Est-ce que fréquenter surtout quelqu'un qui remercie continuellement, profondément les gens qui sont à côté d'elle, est-ce que ça change la manière dont on perçoit la vie, dont on perçoit les éléments aussi? Je ne le verrai pas comme ça parce que Joséphine, je l'ai connue après avoir rencontré Shimoun et sa famille et être partie dans la forêt dans le Nord-Chumit pendant plusieurs mois avec eux.
Et à chaque année, je retournais. Avant de rencontrer Joséphine, j'avais déjà derrière moi 10 ans de Nutshumit et de fréquentation avec les aînés. Donc ma vision, elle a changé à ce moment-là, quand j'ai passé ces 3 mois dans le bois. C'est ma vision du monde, elle a fait un tour 360, 180 degrés. Et puis, au contraire, quand j'ai connu Joséphine, je me suis dit, ah, je vais pouvoir avoir quelqu'un du Nutshumit à Montréal. Et puis, elle me permettait de reconnecter avec une grande nostalgie qui était en moi, d'avoir vécu ces moments-là et de ne pas pouvoir les revivre et d'être loin, d'être en ville. Donc, c'est plutôt que j'ai rencontré une sœur, en fait, et puis on a eu plein de projets de poésie ensemble. Moi, ça faisait déjà très longtemps que je publiais de la poésie, depuis les années 96, mes premières publications. Et ma poésie, je dirais qu'elle était déjà très proche de celle d'une poésie épurée dès le départ. En étant de Bretagne, j'ai écrit avec les éléments aussi, avec le rocailleux, avec la mer, le mouvement des marées. Et c'est comme s'il y avait une sororité, une reconnaissance plutôt que je dirais pas qu'elle m'a changé, je dirais on s'est rencontrés parce qu'on se ressemblait, au-delà des apparences, comme tu le disais tout à l'heure. J'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre parce qu'elle est décrite dans le livre et elle est surprenante aussi. Vous alliez voir la même personne. Voyez mon micro. Oui, Sylvie, je te reprends juste après. D'accord. Vous alliez voir la même personne, c'est quand même assez surprenant, c'est quand même un sacré destin. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette rencontre-là entre vous deux. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ça fait partie d'un des chapitres. Mais avant de se rencontrer dans un autobus, on s'est rencontrés justement en 96 au Rassemblement des aînés à Equanichit. Moi, j'étais là avec la famille de Shimoun. Je campais avec un aîné et ses amis. Joséphine était là pour réaliser un film sur Joan Beats et elle filmait. Donc moi, je l'observais, puis elle ne m'a pas vue. Elle m'a vue quand elle a fait le montage du film dans ses rushs. Elle dit, c'est qui cette étrangère, cette jeune femme qui a l'air de venir d'ailleurs? Et puis, on s'est retrouvés par hasard dans un bus en 2003. Oui, 2003. On allait toutes les deux chez notre amie commune Rita Mestokosho, mais sans que ce soit programmé. Rita m'avait pas dit qu'elle attendait de la visite et inversement. Donc, il y a quand même 1000 kilomètres entre Montréal et Equanichit. Donc, quand on s'est retrouvés à Baie-Comeau, je l'ai abordée parce que je la reconnaissais bien sûr. Et on s'est dit, tu vas où? Tu vas où? Ben, on va à Mingan, moi aussi. Chez qui? Chez Rita, moi aussi. On va passer une semaine, moi aussi. Puis, c'est comme ça que le destin nous a réunis de nouveau. Il se trouve que après avoir vu Joséphine réaliser des films, j'ai fait des films documentaires. Et après qu'elle m'ait rencontré chez Rita, elle a écrit de la poésie. Donc, on s'est toutes les deux influencées dans nos professions aussi. C'est vraiment comme de destins croisés, c'est étrange. Ouais, j'ai adoré cette rencontre. Sylvie, c'est à toi. Oui, bonjour Joséphine, bonjour Laure et Jérémy. Pour revenir à la question des enfants, de toute façon, une maman qui travaille et qui est seule doit confier son enfant une grande partie de la journée. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la question de l'aîné. Lorsque vous dites avec tant, tant de sincérité que vous l'avez confié à, à une sœur ou une cousine, une amie, quelqu'un qui pouvait le prendre en charge parce que vous n'en aviez pas ce n'était pas le moment où vous pouviez l'avoir auprès de vous. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que vous parliez de cette tradition inoue qui est souvent respecté avec l'aîné des enfants, on le confie à. Et là, j'ai trouvé que vous étiez finalement dans votre tradition inoue, Eh plus oui. que dans le réflexe qu'on aurait, nous, euh, vis-à-vis de notre aîné. Et ce qui m'a touchée, c'est que vous le disiez dans un C'est livre, pas une d'abord aînée.
C'est Pardon? pas une aînée. Elle n'était pas aînée du tout quand je lui ai donné ma fille. C'est Ah, c'est un enfant qu'elle a mis en adoption, Donc, j'ai pas mis un bah, que tu ado. as Ah donné ouais. en adoption. Que je les donne, on n'est pas passé par les papiers, là, oui, comme les adoptions. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne oui, sais pas. Alors, j'ai dit, je ne sais pas. Puis elle m'a dit, veux-tu que je l'adopte? J'ai dit oui. et oui. Et donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'était une confidence importante. Voilà ce que je veux dire. Mais je C'est, l'ai connue toute ma vie. Ma fille, voilà. je l'ai. Oui, puis j'étais ça. Tu sais, une fois que mon amie l'a prise comme enfant, ben, j'étais son babysitter quand elle avait besoin d'une gardienne. Donc, j'ai toujours été proche d'elle. Tu Oui, sais, oui, je comprends. ouais, ouais. Mais Mais Puis faut cette dire que tu avais organisation, 19 ans. j'avais 21. Bah, 21. Elle ouais. avait 21 ans, elle arrivait en ville toute seule aussi, Oui, là. bah Mais oui, genre, ouais. Puis c'était pas longtemps après les pensionnats non plus. Tu vois? oui. Tu sais, puis Ouais. c'était Mais ça. cette organisation-là, je veux dire, ça m'a touchée. Puis alors, comme vous Ah, dites, sans les papiers, je veux dire, bon, c'est peut-être aussi une sorte d'écho dans, dans une autre histoire, mais j'ai trouvé ça très, très beau, très beau. Quel- merci. Quelqu'un demande t'as combien d'enfants? Ah, j'en ai quatre. 4 enfants. Quatre Ah oui, enfants. Celle que j'ai donnée, et puis j'ai un fils et des jumelles. et c'est bizarre parce que vous dites toujours donner, mais, mais vous l'avez aussi gardé. C'est comme l'inou et le français. Vous avez donné et gardé. Et vous continuez. Et moi, ça me plaît beaucoup. Merci Sylvie. Alors, il y a une question de Carole. Carole qu'on connaît bien par ici aussi. Carole, c'est à vous. Autrice chez Mémoire d'Encrier. On appelle ce que Joséphine partage à propos de sa fille, on appelle ça l'adoption coutumière. Donc, il n'y a pas de Adoption papier. coutumière. Donc, une Ouais, traditionnelle dans la Gadedini, ouais, là. Hein? ouais. Ils appellent ça coutumière. L'adoption coutumière. René. Mais vous savez, dans le temps du nomadisme, tu sais, tu vois, notre mère, on l'appelait par son prénom. Et puis, la grand-mère, on l'appelait sa mère. Et puis, son arrière-grand-mère, on l'appelait grand-mère. Parce que, et puis, comment ça se passait anciennement? C'est que quand l'homme mariait la jeune fille, le premier fils, tu le donnais, tu le donnais à tes parents. C'était comme ça anciennement, c'est comme ça se passait. Parce que comme tes parents allaient vieillir, puis toi, tu étais encore quand même jeune, alors, tu sais, le fils que tu donnais aux grands-parents, euh, il deviendrait leur chasseur. C'était comme ça. Le premier garçon est né, ben là, c'était à tes à ta mère, à tes grands-parents que tu le donnais pour qu'ils puissent un jour, tu sais, chasser pour eux quand ils seraient devenus trop âgés. C'était comme ça, les adoptions traditionnelles, beaucoup aussi. J'aimerais qu'on parle finalement de cette thématique-là, c'est celle de la gratitude. C'est quand même extrêmement rare en littérature de faire un livre pour remercier les autres. C'est souvent en épigraphe, de manière au départ pour une dédicace, à la fin d'un livre, oui, ok, mais d'en faire tout un livre finalement. C'est quelque chose d'extrêmement noble, c'est quand même extrêmement rare. On y préfère souvent la plainte, la révolte, le règlement de compte. J'aimerais savoir d'où vous vient cette notion-là de gratitude. Est-ce que c'est un héritage inou? Est-ce que c'est une philosophie que vous avez en vous depuis toujours? Est-ce que le fait même de remercier l'autre, c'est pas si évident que ça, souvent. Parfois, certains sont gênés, d'autres ne le font jamais. Vous le faites et vous le faites toutes les deux, finalement, puisque la gratitude, c'est aussi ça. Il y a aussi cette gratitude entre vous d'arriver à vous faire confiance l'une et l'autre pour écrire dans les pas de l'autre, cette gratitude-là, d'où elle vous vient?
écoutez, vous savez, si j'avais pas rencontré toutes les vertèbres dont on parle dans le livre, j'aurais été une secrétaire. Hein, j'aurais C'est pas rien ça à la faire. question. Ouais, mais tu vois, je serais devenue secrétaire, mais j'étais une mauvaise secrétaire. Mais puis j'ai rencontré des trois anthropologues dont je parle. Puis ces trois anthropologues, euh, euh, grâce à ces trois anthropologues, tu sais, j'en ai rencontré d'autres. Et puis, tu sais, puis j'ai toujours continué à rencontrer des gens qui m'ont tous donné quelque chose, comme Laure Morali qui m'a donné, tu sais, la poésie, le vertèbre de la poésie. Tu sais, puis c'est parce qu'un jour, je me suis arrêtée à me dire, mon Dieu, j'ai dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ces gens-là. C'est toutes ces vertèbres que j'ai rencontrées dans ma vie. Et puis, tu sais, puis c'était ma façon à moi de leur dire Mais merci. ce qui veut ça, est-ce que c'est inou de remercier? Est-ce que c'est par rapport au... Oh, mais tu sais, le mot merci dans ma langue, c'est un verbe. Hein? C'est pas un mot merci, c'est un verbe. Et puis je pense la façon qu'on remercie quand quelqu'un t'avait aidé, par exemple, dans le Nautilus, la façon de lui remercier, c'est que, par exemple, c'était le temps de la chasse aux otades, au bernage, comme vous dites. Fait que là, tu lui offrais une outarde, et puis si tu avais fait une bonne chasse de caribou, mais tu lui donnais du caribou. Il faut donner quelque chose pour dire, pour signifier merci. C'est comme ça qu'on remerciait. Moi, j'ai écrit sur Shimoun, bien avant, en suivant Shimoun, en 2002, j'ai sorti La Route des Vents, où je parle déjà beaucoup de ce voyage dans le Nord-Schmitt. Puis parler de quelqu'un qui nous a transformés, ben, ça me semble naturel. Je sais pas. C'est pas que pour moi, c'est pas culturel. C'est peut-être là aussi qu'on se ressemble. C'est que c'est plutôt des caractères de personnes qui reconnaissent qu'elles ne se sont pas, elles sont pas ce qu'elles sont pas pour elles-mêmes, mais parce qu'elles ont croisé la route d'autres personnes. Et c'est ce qui fait la beauté de la poésie. Je pense que les poètes aussi, c'est des gens plus grégaires, qui sont plus, tu sais, qui se tiennent ensemble, moins solitaires que les romanciers. On a ça, on a la gratitude pour la rencontre. La gratitude pour la rencontre. Et ce qu'on n'a pas encore dit, même si on l'a un petit peu, je l'ai un petit peu épuré dans mon introduction, c'est que le récit, il est entrecoupé de vos poèmes, une sorte d'anthologie secrète, vous dites, qui semble toujours, comme le dit Laure, revenir à leur source. Et j'aimerais que vous nous parliez toutes les deux, parce que Laure aussi étant poète, comment vous voyez la poésie de Joséphine? Et Joséphine, comment vous voyez également la poésie de Laure? Il n'y a pas de poème de Laure dans le texte, il y a ce dernier poème entrecoupé à quatre mains, mais ça aurait pu, en effet, faire dialoguer vos poèmes. C'est pas le cas pour le coup, mais j'aimerais que vous nous parliez de ces poèmes de Joséphine notamment, et donc de votre manière, donc je les montre qui sont ici, voilà, qui sont également bilingues en inou et en français, ce qui vous donne aussi le rythme des deux langues. Elles vont nous lire un extrait tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous parliez de poésie toutes les deux par rapport à Parler cette incursion de ces de ma poèmes. poésie. De la po- et Quand j'ai connu Laure, je savais pas qu'elle était poète. Chez Rita, on en a parlé, Ouais, je te l'ai ouais, dit. ouais. Oh, mais ça m'a pas frappé ça m'a pas frappé plus que ça. Je savais qu'elle était une amie à Rita. C'était ça qui était plus important pour moi que l'autre Et poète. quand tu as lu mes poèmes, Ouais. c'est quoi que tu as Ben, pensé? puis quand j'ai lu ses poèmes, ben, La terre, c'est un animal. La terre. la terre, c'est animal. J'ai beaucoup aimé. Tu sais, je pouvais voyager avec les mots. Je pouvais me rendre d'où les mots m'amenaient. Je sais pas, est-ce que vous comprenez? Non. Oui, Oui. oui, oui, c'est bon. Bon, maintenant, j'aimerais avoir la version de Laure. Est-ce que vos Mais moi, poèmes sont quand différents j'ai sur connu l'écrit? Joséphine, elle n'avait pas encore de recueil de poèmes, puisque c'est moi qui lui ai dit qu'elle était poète.
Je lui ai dit, veux-tu écrire dans l'anthologie que j'ai envie de préparer, à Imitito, parlons-nous, de la poésie? Elle dit, je ne suis pas poète. Je lui dis, bien sûr que tu es poète. Alors, j'avais pas besoin de ces mots pour savoir qu'elle était une poète. Ce qui fait que la poésie qui ensuite est apparue, pour moi, ressemblait à ce que je sentais d'elle, à la fois une grande traductrice de la mémoire, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir transmettre des choses très précieuses, très, 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 très anciennes, et une générosité, une clarté, et puis aussi ce côté simple et direct de s'exprimer. Donc, c'est ce que j'ai vu dans sa poésie. Dans sa poésie aussi, je savais, en côtoyant les aînés Innu, que à travers l'Innu Aïmoun, il y aurait une autre poésie qui allait émerger. Et c'est dans son premier recueil qu'on a construit ensemble, Bâton à message, en passant d'une langue à l'autre. Parfois, elle avait des poèmes en Innu. Je lui dis, traduis-moi. Elle dit, non, j'ai déjà adapté. Je lui dis, mais traduis-moi mot à mot ton poème. Et là, un autre poème émergeait parce qu'elle n'avait pas tout dit dans sa première adaptation. Donc, on gardait la première adaptation, mais un autre poème émergeait quand elle me racontait ce que voulait dire le poème. Donc, c'est aussi la poésie de la langue Innu C'est parce qui que est d'une richesse oui, incroyable. c'était encore un récit, là. Je lui ai raconté. Mais des fois, je notais parce que tu me Ouais, racontais, je dis, mais c'est un poème. Puis je ouais, refais. ouais. Donc, c'est à travers la poésie de Joséphine, c'est oui, elle, bien sûr, comme je l'ai dit, ce qu'elle est, mais aussi ce que sa culture, ce que sa langue transporte de poésie innée. Et alors, vous colliez même, Joséphine, des mots sur des petits bouts de papier depuis des années, sans savoir Ah, ah exactement oui, finalement ce que vous faisiez. Et Laure aussi en a récupéré quelques-uns. C'est ça qui est intéressant aussi, non? Cette rencontre-là à travers les mots, à travers ces bouts de papier qui finalement deviennent de la poésie. Et ma question étant, à quel moment, toutes les deux, vous avez senti que ces fragments n'étaient pas que des notes? C'est moi parce que c'était elle, la poète, c'était pas moi. mais c'est à moi qu'elle me confiait, elle m'amenait ces bouts de papier-là, qui étaient des papiers des paquets de cigarettes, des serviettes de restaurant, des factures. Et elle me les confiait parce que elle avait peur, oui, de les égarer, mais aussi, elle voulait savoir ce que j'en pensais. Depuis Aimi Tito, où j'avais fait paraître une dizaine de pages de Joséphine, c'est comme si elle n'était pas encore sûre qu'elle était vraiment poète et elle avait besoin un peu de mon avis. Tu voulais mon avis. Et ton Et approbation. ouais, c'est vrai. Voilà, il faut Et le puis, dire. un jour, j'ai vu que la pile avait augmenté, puis que c'était comme ça. Puis je dis, mais tu penses pas que ça serait le temps de penser à faire un recueil bilingue parce que tu as autant de Non, poèmes? bilingue, ça, j'écrivais déjà à Ninou. Oui, c'est ce que je te dis parce que tu avais déjà l'Inou. Tu m'avais donné Ouais. beaucoup de papiers de poèmes en Inou et beaucoup en français. Hum. Et je t'ai dit, ça serait peut-être intéressant que tu fasses un recueil maintenant, mais dans les deux langues. Ouais, c'était important pour moi de le faire en Inou, d'écrire en Inou, parce que les aînés, ils ne lisent pas le français ni l'anglais, mais ils lisent la Bible qui a été traduite par les missionnaires. Et puis c'était important pour moi de l'écrire en inuit parce que je revoyais mon grand-père, tu sais, qui lisait la Bible écrite en inuit, il le lisait, il devait la connaître par cœur. Bon, c'était sa seule lecture. Alors, alors j'ai dit, tu sais, s'il y a un recueil, ben, ce serait bien qu'il lise autre chose que de la Bible. Puis après, on est parti en promenade et je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un vieux mot que tu aimes? Et elle m'a dit les Chistinois Chitakana, les bâtons à message. Je me suis dit, voilà, c'est le titre. Alors, oui, alors il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des mots, des expressions que vous pouvez écrire en Inuaimun et que le français ne peut pas forcément recevoir? Des états, des relations Ouais, au monde, des formes de connaissances qui résistent ouais, à cette traduction. ouais, ouais, ouais. Il y a des mots en inuit tu sais, qui, c'est que je pourrais jamais assez bien les adapter pour que le mot soit compris comme moi je le comprends. Alors c'est pour ça que j'écris avec des mots très 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 simples
Tu sais, des fois, tu sais, il y a dans par exemple, t'es dans la toundra, et puis après, tu sais, je dis là-dedans, tu sais, que mon âme a mis là. Mais tu vois, tu sais, en Inouïmou, ça part de la marge, puis ça va jusqu'à l'autre bout, puis c'est un seul mot. Tu trouves un là-dedans, tu trouves 1000, tu trouves les années, puis tu trouves tout, mais c'est un seul mot pour dire que mon âme a 1000 ans. Et par rapport à cette langue, il faudrait peut-être rendre hommage aussi, vous le faites, à José Mayo, qui, pour le coup, vous a transformé sur cette langue inou. Oh Qu'est-ce qu'il mon vous Dieu, a oui. apporté? Elle m'a appris, José m'a appris à transcrire. Tu sais, elle m'a enseigné la phonétique facile. Donc, mais même si je comprenais pas tout le langage de nos tu sais, le vocabulaire de nos mais je comprenais ce que les aînés disaient en mots. Donc, c'est quand je retournais les enregistrer, tous les mots que j'avais pas compris, ben, ils me les expliquaient. Ou des fois, je faisais des longues distances à Namuhom ou à ma mère adoptive pour qu'elle m'explique le mot, pour faire une bonne traduction. C'était, puis tranquillement, à force de parler, d'enregistrer les aînés, j'ai fini par tout comprendre. Alors, c'est le moment de nous lire un extrait. Je ne sais pas qui commence. Est-ce que c'est Laure ou est-ce que c'est Joséphine? C'est à vous de décider. À vous de nous Aussi, lire un premier extrait. moi, Un extrait du livre est-ce que tu veux Oui. commencer? de Tchitchit. Ok, je vais lire un extrait d'une des préfaces, parce qu'il y a plusieurs préfaces. Il y a un dialogue. Ensuite, je raconte un peu sur la route avec Joséphine. Puis, je dresse un petit portrait d'elle qu'elle aime bien. Je vais lire. Son premier souffle s'est confondu à la respiration de Nutchumit, aux lacs, aux rivières, aux lichens, aux mousses et aux épinettes, quelque part entre les rives du Saint-Laurent et la baie d'Ungava. Joséphine transporte une poésie partagée de génération en génération depuis plus de 10 000 ans. Elle connaît des histoires transmises oralement qui parlent encore des mammouths. À son arrivée à Montréal, elle a vécu avec un bébé castor pendant plusieurs mois. Elle connaît la petite Italie comme sa poche et a la meilleure recette de spaghettis à l'huile d'olive et à l'ail. C'est une mère poule. Elle a 4 enfants, dont des jumelles et autant de petits-enfants. Parfois le soir, quand le ciel est bien dégagé, Joséphine se met à la fenêtre et dit: Tu t'en rends compte, on vit avec les étoiles. Elle, ar- Dans le Jura. Elle arpente les rues de la ville sans savoir perdu ni le nord ni son sourire qui défie l'impossible. Ses yeux bleus couleur de l'air sont animés d'une lueur vive. Quand ses pieds retrouvent le sol de la côte nord, elle court dans les blés comme une petite fille. En Bretagne, elle danse avec les marins. Elle est très désobéissante. Elle est aussi grande de cœur qu'elle est petite de taille. Joséphine Bacon est une roqueuse imprégnée d'esprit. Les vertèbres de Joséphine, c'est l'histoire d'une petite fille au regard céleste qui s'est construite en faisant confiance aux gens placés sur sa route par son étoile de naissance. Merci, C'est Laure. très joli. Alors, j'aimerais qu'on parle de Fidel Castor, parce que c'est quand même génial comme histoire. Ce castor qui a élu domicile dans votre salle de bain à Montréal, qui adorait les fraises et les feuilles de tremble. On vous surnommait aussi Bibite, pour le coup, ce qui rendait certains ouvrages pas forcément publiables. Euh, tout ça C'est pour, ça. Tout ça pour vous parler de cet humour aussi, parce qu'il y a des anecdotes à la fois drôles et douces. Il y a cet humour, ce ricanement qui traverse un peu toutes les pages. Est-ce que c'est aussi une vertèbre, l'humour? Est-ce que pour vous, c'en est une? Est-ce qu'il vous a Mon sauvé Dieu, autant que la poésie? mon Dieu, j'ai une amie dont je parle ici. Elle, elle me fait tellement rire, là. Tout ce qu'elle raconte, c'est tellement drôle. Je pense qu'un jour, elle va me tuer parce que quand je ris trop, ça me monte dans le cerveau et puis ça me fait mal. Et puis j'ai dit, il faut que j'arrête de rire, je vais mourir. Mais elle a fait
J'en reviens pas tout ce qu'elle a pu faire. C'est comme désobéissance, là. Mais l'humour, c'est important pour les Inuits, non? Ah ben, c'est de rire. C'est la survie. C'est survivre, rire. S'il n'y avait pas le rire, tout serait triste. Très bien, ok. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant de vous poser une autre question. Voilà, j'avais oublié. Ben, c'est pas 3, tout de suite la lecture. voilà, 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Alors, l'autre question, on fera la lecture tout à l'heure, Joséphine, du second extrait. Et évidemment, si vous pouvez nous faire une lecture inou et français en même temps, ce serait génial. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle du vocabulaire parce que, évidemment, à chaque fois qu'on reçoit un auteur québécois, autochtone ou autre, on a toujours cette peur, en tout cas moi en tant qu'intervieweur, de faire un mauvais pas sur un mot. Et vous évoquez aussi cette question-là, page 37, où vous avez une définition particulière et vous dites, on nous a donné tous les noms possibles et inimaginables, indiens, amérindiens, autochtones, Premières Nations. Notre seul et unique nom, Innu, signifie êtres humains. Si je dois prendre le langage des Blancs pour nous définir, je préfère encore dire qu'on est des Indiens. Au moins, ça me rappelle tous les films que j'ai vus dans mon enfance. C'est intéressant parce que je vais pas dire que c'est à contre-courant de ce que j'ai pu entendre à travers beaucoup d'auteurs autochtones des Premières Nations Innu, mais presque. On est quand même sur un positionnement qui est singulier. J'aimerais que vous nous parliez absolument de ça parce que ce langage, ce vocabulaire, ce vocable qu'on met derrière les peuples des Premières Nations, autochtones, Innu ou autres, il est sensible. Il est extrêmement sensible, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai entendu, de ce que les auteurs et autrices m'ont dit, et j'aimerais que vous nous donniez aussi votre vision. Ben, pour moi, Indien, c'est ce que j'ai appris que j'étais quand on était entre nous, tu sais, quand on vivait encore de nos tomates, tu sais, quand on marchait encore, mais tu vois, on se posait pas de questions. On est-tu des Indiens, on est-tu des Amérindiens, on est-tu les Premières Nations. On se posait pas ce genre de questions. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on était des humains, tu vois. Puis c'est, puis c'est les rivières qui nous donnaient notre nom. Si tu utilisais telle rivière pour rejoindre ton territoire de chasse, mais tu étais l'humain de telle rivière. Donc, l'Inou, Donc, l'Innu, c'est juste être humain. Ce qui nous définissait, c'est la rivière, c'est la rivière qu'on utilisait pour rejoindre nos chemins jusqu'à arriver là au territoire de chasse. C'est pour ça c'est pour ça qu'il nous est revenu. Mais tu vois, quand je parle, mettons, des Abénaquis, ou je parle des Cris, ou je parle des Atikamekw, mais pour moi, ils sont des Inuits. Tu sais, un Innu qui habite telle communauté, c'est un Innu. Fait que c'est comme ça. C'est d'abord des humains pour moi, mais qui appartiennent à la terre, à une telle terre ou qu'ils utilisent telle rivière pour rejoindre nos tomates. et pourquoi t'aimes pas autochtone et tout ça? Oh mon Dieu, j'aime vraiment pas autochtone, mais vraiment pas. Mais, j'aime bien les Premières Nations, Quand même. quand même. Hein? Très bien. Non, parce Amérindien, que je t'aimes trouve. pas? Non, pas vraiment. Je préfère indien. Quand on a appris le français, puis qu'on a su qu'on était des Indiens, fait qu'on l'a adopté le mot indien. Tu sais, puis c'est toujours resté dans ma mémoire, le mot indien. Tandis que, tu sais, après ça, il y a toutes ces appellations qui sont arrivées. Tu vois, tu sais, puis tu te perds là-dedans. Mais au moins, quand je dis que je suis un Indien, je sais que je suis Indien. Mais Un Innu, qu'est-ce que tu penses si un blanc te appelle indienne? ben ça me fait rien, Ah, je ça sais. te fait rien. Bon, non, ça m'insulte pas du tout. Mais t'es une exception, c'est vrai, il faut le dire, parce Ben que là, c'est parce qu'ils sont arrivés avec toutes sortes d'appellations. Avant ça, quand on nous disait qu'on était des Indiens, ça nous fâchait pas. oh oui.
C'est Est-ce que ça. le, Aujourd'hui, avec toutes les appellations, là, fait que, puis, c'est comme si Indien était devenu péjoratif. Mais moi, ça m'insulte pas du tout. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites parce que est-ce qu'au final on a créé du vocabulaire pour lutter contre des oppressions? Est-ce que c'est la création de vocabulaire qui finalement annihile la cause au final? Est-ce que c'est ça ou pas? Vous dites qu'il y a beaucoup de mots qui sont arrivés et qui finalement n'ont pas fait évoluer les choses, de ce que j'ai compris. Non, j'ai pas dit qu'il avait pas fait évaluer les choses, mais évoluer, c'est ça. Mais ce que je trouve, c'est que je comprends pas toujours tu sais, le monde, tu sais, a changé tout le temps. Tu sais, quand quelque chose était déjà existant, pourquoi le changer encore? Il existait déjà dans son sens. Et puis du jour au lendemain, ben, on l'appelle, on le dit autrement. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas ça, ça a arrêté quelque chose, non? C'est juste un petit à côté, là, pour parler d'Indien. Très bien, au Et moins de c'est dire clair. qu'on nous appelle un peu plusieurs fois, pas n'importe comment, mais qu'on nous définit aborigènes, indigènes, À ta place, quoi. hein, À votre place. à notre place, oui. On nous nomme, tu sais pas, et ils auraient dû nous demander comment veux-tu qu'on t'appelle? J'aurais dit nous, Inou ou indien en français, Très bien, très bien. humain, sur, Il y a une très belle définition de la poésie que j'ai trouvée. C'est peut-être pour moi la plus belle définition de la poésie que j'ai pu lire. Et on sait à quel point c'est très difficile de caractériser la poésie. La poésie, pour moi, ressemble à un rêve éveillé. Il y a des mots qui t'apparaissent ou des souvenirs. Tu fermes les yeux, tu repenses à quelque chose, à un récit ou à une légende, et des mots sortent de ta tête. Quand tu es proche de la terre, proche des gens que tu aimes, c'est à ce moment-là que tu deviens poète. D'où ma question pour toutes les deux, finalement. Qu'est-ce que la poésie? Il n'y a pas de mot en Inou pour la poésie, vous dites, ou pour poète, et ça c'est aussi très intéressant, comme si ça, c'est pas que ça n'existait pas, mais qu'on était sur quelque chose d'autre, ou alors comme si c'était inné, peut-être. J'aimerais que vous nous parliez de cette définition-là, et notamment Laure, parce que j'ai eu l'impression que c'était Joséphine qui écrivait finalement. Et je trouve très fort d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à nous faire croire que c'est Joséphine qui écrivait alors que vous étiez la plume. Elle était la voix, vous étiez la plume, et je trouve que c'est un sacré exercice quand même d'arriver à se mettre dans le corps dans quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, et d'arriver à être aussi juste dans ce qu'elle pense. Mais ça demande presque une abnégation par certains moments où, par certains moments, j'écrivais, puis j'avais comme de la tristesse ou des émotions qui ne m'appartenaient pas. Et j'avais l'impression que c'était les siennes. Donc, c'est un peu, c'est vraiment se mettre au service de quelqu'un, de son histoire, de sa vie, mais même au-delà de Joséphine, de l'histoire des Inuits, aussi du Nutchumit. C'était pour moi très précieux, très, très important d'aller au bout de cette parole que je lui avais donnée il y a 8 ans. Et oui, trouver la façon de s'exprimer sans avoir l'impression que ce soit quelqu'un d'autre qui essaye de se mettre juste. Oui, c'est ça, je voulais pas prendre trop de place, mais en même temps être juste et mettre au service ma pratique de l'écriture pour rendre plus belle, rendre la plus belle possible cette histoire, enfin ce livre. Donc, qu'est-ce que c'est la pratique de l'écriture? C'est simplement l'habitude d'avoir créé des récits, d'avoir coupé beaucoup dans mes livres, d'essayer d'aller à l'essentiel et de faire que la mise en forme, c'est-à-dire la façon dont on place les choses les unes par rapport aux autres, va raconter l'histoire. Donc, c'est plus un travail oui, d'écriture, d'être direct, d'être aiguisé, c'est de bien savoir où couper, de pas trop en mettre, mais aussi de construction. C'est beaucoup un travail de construction des parties les unes par rapport aux autres. Et puis, voilà, je suis contente parce que c'est fait, j'ai tenu ma promesse et maintenant je peux retourner à mes livres. Et puis, il y en a plusieurs qui sortent bientôt, je suis contente. elle a gagné un prix aussi.
Très bien. Pour Dites-nous sa lequel alors. poésie. Oui, c'est cool. Que je vais chercher à Saint-Malo Ouais, la semaine prochaine. ouais, Bravo, bravo. Si. Il y a une oui. question d'Aurélie qui demande si dans la langue Innu, il y a une sorte d'immuabilité qu'il n'y a pas en français. Ouais, ça veut dire quoi, Que immuabilité? ça change pas, mais ça change. Ça change pas. Est-ce que la langue Innu, elle est stable ou bien elle bouge? Ben, les deux. Elle est stable, puis elle bouge. Voilà, voilà, les deux, mon capitaine. Voilà. Très bien. Alors j'aimerais beaucoup avoir un poème dédié par Joséphine Bacon, mais il y en a quand même certains qui sont quand même très bien servis pour le coup, puisqu'on ne l'a pas dit, mais les poèmes sont dédiés aussi aux personnes qu'elle remercie grandement. Mais ce que j'aimerais savoir finalement, c'est qu'il y a un fil discret, mais constant dans le livre, c'est que vous avez toujours été désobéissante, un petit peu désobéissante. Et donc, au pensionnat, vous parliez votre langue en secret. Votre premier film a été Ah, réalisé clandestinement. Ouais, j'ai fait une erreur, Joséphine? non, on parlait notre Ah, pardon, langue au pardon. pensionnat. Mais C'est pas en cours, pas en non, cours. non, mais l'endroit où j'avais pas le droit de parler des mots, c'est quand on apprenait à calculer puis à lire. Mais en dehors, quand on sortait de la classe, ben on parlait. Non, c'est une des rares pensionnats qui nous ont pas empêchés de parler notre langue. D'accord. Très bien. Ouais, c'est important de le dire, Oui, je trouve, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pensionnats. C'était vraiment interdit de parler sa langue, mais pas celui que je suis allé. très bien. Et puis Ben, quand je voulais juste mettre les pendules à l'heure, là. Eh oui, bien sûr, il le faut. Ah ouais. Et puis, quand tout le monde attendait que vous parliez de votre peuple, vous avez fait un film sur Joan Baez, un Européen marié à une Indienne. La désobéissance, c'est clairement une stratégie de survie, ou au contraire, c'est simplement celle que vous êtes. Est-ce que vous êtes désobéissante totalement, tout le temps, constamment? Non, pas constamment quand même. Hein, ça m'arrive d'obéir. Vous De réfléchissez moins trop, en ça moins, veut dire? moi, de moins en moins, de moins en moins. Ça s'agit pas en vieillissant, c'est en Non, juste. confidence. On saura tout. On Alors, aura tout dit. voilà. Mais Mais sans rien dire non plus. Ouais. donc ma question étant sur ce poème finalement à quatre mains, Désobéissons, qui a été composé ensemble, j'aimerais savoir comment vous avez composé tout cela. Pour une fois, donc vous avez fait quelque chose ensemble à l'écriture, et ça peut être intéressant. On s'attendait potentiellement à la fin comment dire, à une clôture, et finalement c'est une immense ouverture au monde que vous faites comme un cri en désobéissant. J'ai ce poème manifeste, comme je l'appelle. Comment vous l'avez composé? Parce qu'il m'intéresse fortement. C'est comme une Je sorte de raconte. chant Tiens, incantatoire. alors, on va raconter. C'était à l'initiative à une invitation de Guy Sirouet-Durand, qui est un historien de l'art, Wendat, et il nous a conviés à une Écrire. performance sur la résistance, sur le thème de la résistance. Et il nous a demandé à nous deux un texte ensemble, parce qu'il aimait bien notre complicité, je pense. Puis on s'est mis sur mon balcon, puis j'ai dit, ben, on écrit chacune des phrases qui commencent par désobéi ou obéi, mais on se les dit pas. Puis après, on a écrit, on a écrit, mais c'est comme si ça circulait déjà en silence. Puis quand les amis en commun, on a vu les croisements incroyables, les ponts qui s'étaient faits sans parler, et on a construit le poème comme ça. Après, on l'a dit sur la scène à Québec, on l'a dit dans plein d'endroits, il a été publié plein de fois, en France, entre autres, dans la collection Petit Va. Et puis là et maintenant, il se retrouve ici. C'est une idée de Rodney, je crois, l'éditeur de. Il connaissait le texte, il l'avait déjà lu. Il dit, mais il faudrait le mettre, désobéi à la fin du livre. Très bien, très bien. En effet, ça conclut parfaitement. Ma question étant pour toutes les deux. La première, c'est pour Joséphine. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce livre qui vous a surpris, ému, qui vous a montré quelque chose de vous-même que vous n'aviez pas encore vu sous cet angle
Est-ce que le fait que Laure soit là pendant 8 ans avec ce livre-là vous a ouvert les yeux sur quelque chose, sur un pan de votre histoire, de vos vertèbres, qui est apparu sous le coup de la libération de la parole? Et ma deuxième question pour Laure, est-ce que pour vous, là aussi, vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas? Et est-ce que là aussi, la parole de Joséphine vous a permis d'en savoir encore plus sur elle, de manière plus émotive, de manière plus sensorielle? Qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau de vos émotions au moment de l'entretien et au moment de l'écriture? Est-ce que ça vous a Je- transformé, ce livre? Non, pas du tout. Non, ce que je regrette, c'est parce que quand le livre maintenant il est terminé, il est un livre, des fois, je regrette ce que j'ai pas nommé. Mais Des je te gens, l'avais dit, ouais, ouais, des gens à qui j'aurais dû, que j'aurais, mais tu sais, mais il y en avait tellement, tellement. mais à un moment donné aussi, j'ai dit, Joséphine, il faut qu'on termine le livre. Parce qu'elle a dit que c'est moi qui tardais à l'écrire. Je lui ai dit, ouais, mais tu voulais jamais finir parce que tu voulais toujours ajouter du monde. Bon, je dis, bon, si, on s'arrête là. C'est qui t'a donné une vertèbre? Si c'est une vertèbre, on le met, sinon on le met pas, c'est tout. Il y a trop de monde à remercier. Non, parce qu'on n'aurait jamais fini. Jamais, 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 jamais. Elle aime beaucoup de monde. Non, je- oui, c'est vrai que j'aime beaucoup de monde. Ouais. Mais chaque personne que j'ai rencontrée, je pense, m'a laissé Il va quelque t'écrire un chose. tome 2. Ouais. C'est tout. Non, 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 mais m'a laissé quelque chose. C'est dans tous ces gens que j'ai quand même 79 ans. C'est, j'en ai connu des gens, mais chaque personne que j'ai aimée, que j'ai appréciée, m'a laissé quelque chose, ne serait-ce qu'un souvenir, tu vois. Alors. Et t'en rencontres beaucoup du monde, donc Ben voilà, voilà, oui, je rencontre beaucoup de monde. ce qui fait que le livre, tu le feras écrire par quelqu'un d'autre. Donc pas de tome Ce 2, hein. livre-là, Voilà. Ah Il n'y non, aura pas de tome 2. j'écrirai pas un tome 2 là. je rigole. Eh bien, c'est le moment de vous poser quelques questions récurrentes que je pose aux auteurs de manière régulière ici. La première, c'est celle de choisir un auteur, une autrice méconnue que vous aimeriez remettre au goût du jour ce soir. Qui avez-vous choisi toutes les deux? Moi, j'ai Méconnu. choisi, qui est pas, moi, partout, vous voulez dire, inconnu partout? Oui, ou Ah en bon? tout cas quelqu'un qui est pas forcément très médiatisé, voilà. Ah, ben moi, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Marie-André Gill. Oui, C'est une grande, 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 grande poète. Elle écrit vraiment, sa poésie est extraordinaire. Quand je la lis, là, ça me rend heureux. très bien. Et alors, Laure? Ben, je voulais parler d'Isabelle Miron, qui est une poète québécoise que j'ai connue à mon arrivée à Montréal au début des années 90 à l'UQAM en création littéraire. Elle avait déjà publié son recueil Incidence au Norrois. Ensuite, elle a publié Toute petite et la terre, Passé sous silence, et puis 10 jours en cargo chez le MEAC. Elle n'est pas très médiatisée et pourtant, moi, son écriture m'a vraiment ouvert des horizons sur la poésie des femmes au Québec et a peut-être changé mon écriture à cette époque-là. On parle, on parle, on parle pas pareil, hein? Elle donne tous les détails, a publié tel titre, à tel. Moi, je dis Marie-André Gill, mais pour moi, ça me suffit. Et moi, je veux qu'ils Ouais. connaissent les titres pour Eh que s'ils oui, veulent les trouver. Ben oui, mais Marie-André, elle a écrit Béante, euh, Frayé. Frayé, Chauffez-le dehors, et puis Wastenon. Tu vois, tu connais. voilà, 20 sur Chez 20, 20 sur 20. La peuplade. Tout à Ouais, fait. c'est une Inno de Matchtoyats. On l'aime beaucoup. Donc, ok. Ah, vous la connaissez? Ouais, ouais, bien sûr, je l'ai même Ah, rencontré à Paris. cool. Ouais, Ouais, il y a très longtemps. c'est bien. Ouais. La deuxième question, c'est celle de vous transposer dans un personnage de fiction que vous aimeriez incarner pendant 24 heures et est-ce que vous changeriez sa destinée? Donc là, pour le coup, Laure, ne choisissez pas évidemment Joséphine Bacon, qui peut aussi être un personnage de fiction. Non, cette fois-ci, il va falloir choisir quelqu'un d'autre. Qui avez-vous choisi toutes les deux? Moi, j'ai choisi Charlot.
Qui? Charlot. Tu sais, Charles- le cinéma muet, Charlie Chaplin. Ah oui, Le d'accord. personnage de Charlot, je l'aime D'accord. bien. Oui, Ok, pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous ben parce ferait, qu'il qu'est-ce qui est vous fascine heureux. tant? Et il est heureux avec peu. Puis il est toujours là. Il est extraordinaire. C'est un généreux. C'est quelqu'un plein d'amour. C'est pour ça que je l'aime, Charlot. Et puis, même s'il a faim, il sait rendre un lacet. Il sait rendre un lacet de bottine comme si c'était une pâte alimentaire. Alors, j'aime toutes les images qui, qui me donnent un imaginaire. Très bien. Et alors, Laure? Moi, c'était Moby Dick, Ismaël qui raconte l'histoire de Moby Dick, mais je mettrais son personnage au féminin, puis ça serait pas autour du monde, mais ça serait sur le Saint-Laurent, ni à la recherche d'un cachalot, mais d'un narval, puis c'est l'histoire de mon prochain livre qui va sortir en septembre, Les Géantes, chez des paysages, dans la collection Animal. Bon, On mais connaît ça, bien j'ai cette maison passé. d'édition par ici. On la connaît très bien. Non, parce Très que je bien. me dis, quitte à vouloir être quelqu'un, mais c'est vrai, quand je veux vraiment être quelqu'un, je l'écris, puis c'est vrai que je viens de l'écrire. Je veux être Parfait. dans cet univers maritime, je veux que ce soit des femmes, ben je l'ai fait. C'est une fille de la mer et bretonne. Ouais. C'est- La mer pour elle est important. J'aime bien quand Joséphine parle de l'or aussi. Mhm. C'est pas mal. Alors, et la troisième question, c'est une question un peu différente. Quelle est la question que vous n'aimeriez pas ou que vous redouteriez lors d'une interview? On me parle de réconciliation et de guérison. Très bien. Très bien. Moi, Parfait. c'est pourquoi écris-tu? Parce que ça serait comme de me demander pourquoi je respire. Et j'aurais pas la réponse. Parfait. Alors, donc maintenant, il va falloir répondre à la question de l'autrice qui vous a précédé. Et c'est totalement impromptu, mais c'était l'auteur Washteskun, qui est donc le même prénom que votre fille, qui n'a apparemment C'est rien à ma voir. nièce, c'est c'est pas, ma fille s'appelle Ouais. Wassesquan, elle c'est Wastesquan. Ah, autant pour moi. Bon, Il y alors en ce a n'est pas le une, même prénom. c'est ciel bleu et l'autre c'est aurore boréale. D'accord, très bien. Vous avez bien fait de préciser. Et C'est donc ma la question. nièce. Ah ben voilà, eh ben voilà, Ouais, improbable. D'accord. c'est la fille de mon neveu. Oui. De votre Elle a neveu. une question pour nous. Elle Alors, a elle a une une question question donc. pour elle. Elle est là. Bon. Alors non, elle n'est pas là, mais je l'ai reçue jeudi dernier, comme vous, ce soir. Et en fait, la question qui la gêne régulièrement, c'est celle-ci. Est-ce que les gens de votre communauté vous ont lu? Et donc, est-ce que cette question, est-ce que vous pouvez y répondre? Et est-ce que ça vous gêne quand on vous la pose? Je vais vous dire très, très, très franchement, euh, ils sont très fiers. Ils sont tous très fiers dans ma communauté que j'écrive, mais peu me lisent parce qu'on n'est pas des lecteurs, tu sais, d'instant. Tu sais, on est encore très profondément oral. Alors, tu vois, mais si j'allais dans ma communauté puis je lisais, par exemple, là, ils écouteraient. Tu sais, ils aimeraient mieux entendre que lire, je crois. Très bien. Eh ben alors, cette rencontre sera diffusée en replay. Du coup, ils pourront vous écouter sans aucun problème. Sans transition, là, c'est un petit peu moins drôle, mais dans le texte, vous dites que vous n'avez été aimé dans votre enfance qu'une seule fois. C'est un moment important aussi du texte parce qu'on a l'impression que véritablement, ça aussi, c'est une immense faille, un immense traumatisme. J'aimerais que vous nous parliez de ce moment clé. C'est quand même rare d'avoir été aimé une fois. Alors, certains n'ont peut-être jamais été aimés dans leur enfance, certes, mais une fois, c'est encore plus marquant, j'ai l'impression, qu'aucune fois. C'est les années pensionnat, hein, parce que on t'éloigne de ta famille. C'est ça qui fait que, puis c'est ça que je
C'est ça qui m'est venu dans la tête, ne pas être aimé, c'est comme une famille, comme ton père ou ta mère t'aime de façon inconditionnelle, ou pensionnat, tu sais, t'es là. Il faisait référence dans le chapitre Natasha Kwan que c'était la première fois, la seule fois où tu t'es senti aimé par la Ben famille. oui, je le sais, c'est à ça que je pensais en répondant aussi. Ok. Oui, parce que, ouais, c'est par mon homme puis ma famille adoptive, où j'avais l'impression, tu sais, que j'étais dans une famille, comme je suis, ah ben, j'allais dire, je suis orpheline. Alors, puis parce que j'ai connu mon homme, puis j'ai connu ma famille adoptive, tu sais, je connaissais, c'était quoi d'avoir une famille. C'est pour ça que j'ai dit ça, mais sinon, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que ça a été très, très fort pour moi de connaître mon homme, puis cette famille adoptive. Ouais, c'est la famille que c'est la famille que je n'ai jamais connue. Ok, merci. Eh bien, c'est le moment de nous lire donc un second extrait. Joséphine, c'est à vous, en inou et en français. Un poème, je sais pas. Parce que nous, mon compte, tu avais le droit de mélanger. Non, c'est Non. trop court. Je, je vais, j'aime beaucoup le caribou. Papa Cassio. Oui, c'est ça, je vais vous lire. C'est un autre grand-père, ça, de Mathieu André, qui s'appelait Masnabou, le grand homme. Je l'ai vu, tu sais, comme faire la scapolomancie. Alors, pour savoir où était le caribou. Alors, tu sais, quand j'ai vu, puis c'est en pensant à lui que j'ai écrit ce poème. Je vais vous le lire. Oui, les lignes, ok. Babagasiku, wetawas, abutsegon kunueltaman, tamilstadigan, nil kantoot, abu abstayan, siumahanagan, namatnigan hawen, jin tuitamun te seitateyat, abuntatrot niwaniyat, stahamana nilan, kahiwenyat, tababiongo mok ninat selten, tegahin muyat. Napuamun, Joabmatan, Natseldene Min Moat. Babagassik, ce soir, tu m'offres ton omoplate. Chasseur démuni, je n'ai pas besoin de carte, car j'étends ton omoplate dans un feu de braise qui me guide vers toi. Éparpillé, tu me pardonnes, tu nous délivres de la famine. Je te vois demain. Tu m'attendras dans la tondra. Si, Joséphine. On referme un livre comme celui-là, comme on referme une main sur quelque chose qu'on a failli ne pas attraper. Les vertèbres de Joséphine est un de ces rares objets littéraires qui ne nous laissent pas là où ils nous ont trouvés. Ils nous ont traversés, ou plutôt il nous a fait traverser un territoire, une langue, la longue patience d'une femme qui a appris à se tenir debout, non pas malgré ce qu'on lui avait pris, mais avec ce qu'elle avait su garder. Une langue parlée en secret dans un pensionnat, des mythes recueillis auprès d'aînés retrouvés adultes, comme on retrouve ce qu'on ne savait pas avoir perdu. Les vertèbres de l'amour d'un grand-père, les vertèbres de la connaissance d'un territoire qu'on n'a pas pu vraiment habiter, ceux de la poésie offerte par une amie qui avait passé un hiver dans la forêt subarctique et n'en était jamais vraiment revenue. Ce soir, nous avons entendu deux voix qui savent, chacune à leur façon, que les mots ont une charge, qu'ils peuvent porter le poids d'un peuple, d'un deuil, d'une joie et d'une résistance. Joséphine Bacon nous a rappelé que la gratitude n'est pas une naïveté,
C'est une vision du monde, une façon de nommer ce qui nous a sauvés plutôt que de ressasser ce qui nous a brisés. Elle nous a rappelé aussi que la désobéissance peut être une forme d'amour, qu'on peut refuser le langage du mur et rester fidèle envers et contre tout à celui de l'horizon. Et Laure Morali nous a montré ce que peut faire l'amitié quand elle devient écriture, non pas se mêler de l'autre, mais se mettre au service de ce que l'autre porte, avec l'humilité de celle qui sait qu'elle ne fait que tenir la torche un moment avant de la passer. Ce livre se clôt sur un cri doux: désobéissons, à la peur, au mur, aux identités figées, au silence qui nous tue. Obéissons à l'enfant, au papillon, à la liberté du poème. Nous vivons dans un monde qui oublie vite, écrase et trie les mémoires selon leur utilité. Alors les vertèbres de Joséphine résistent à tout cela. Il est une demeure, un bâton à message planté au bord du chemin pour ceux qui passeront après nous. Merci Joséphine Bacon et Laure Morali de l'avoir planté là, avec tant de soin, tant de confiance, et cet amour discret des mots justes qui est peut-être la seule forme de courage qui dure. Merci infiniment à toutes les deux pour ce texte, Les vertèbres de Joséphine aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci à toutes les deux. Merci. Merci pour ces beaux textes aussi, Anthony, c'est magnifique. Avec plaisir. Merci. Merci. Et Au à revoir tout le à monde. tous. À tous ces gens qui étaient là, merci. Merci à toutes les deux. L'Écosse, en Ouais. Bretagne, partout. Gros bisous. Au revoir tout le monde. Sophie, happy. Estelle, ma cousine. Il y Au revoir avait tout le monde. Carole Elle est là, elle est là. Patricia, à bientôt Ouais. à Saint-Malo. Ouais. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Yamé, Yamé.